Cora Bennett avait passé 9 mois à redonner vie à un morceau de dentelle ancienne que tout le monde avait jugé sans valeur. Et le matin de son mariage, elle comprit enfin que certaines personnes détruisent les belles choses simplement parce qu'elles ne supportent pas de les voir dans des mains qu'elles considèrent indignes. Elle avait 27 ans, une orpheline qui avait appris son métier auprès de sa grand-mère dans un appartement exigu de Boston. C'était une restauratrice de textiles dont les mains douées pouvaient ressusciter des tissus que les musées avaient abandonnés. Et pourtant, pour la famille Ashford, elle ne serait jamais rien de plus qu'une couturière qui s'était frayé un chemin vers un argent qu'il jurait qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Il ne la laisserait jamais l'oublier. Maintenant, dans une suite nuptiale, surplombant l'Atlantique froid au domaine familial de Newport, la mère et la sœur de Theodore Ashford se tenaient au-dessus du voile en ruine, les ciseaux de couture encore chauds dans leurs mains manucurées. Leurs lèvres se courbaient en sourire satisfait de femme à qui on n'avait jamais dit non. Et elle n'avait pas la moindre idée que la dentelle délicate qu'elle venait de déchiqueter en ruban n'était pas du tout une relique oubliée d'une boutique poussiéreuse. Elle ne savait pas qu'elle avait appartenu à une femme dont le nom était encore murmuré avec crainte sur tous les quais et dans toutes les arrière-salles de la côte Est. Jamais ne savait pas que l'homme qui avait passé 10 ans et une fortune à la chercher, l'homme le plus dangereux de Boston, l'avait finalement tracé jusqu'à cette église même. Et elle ne savait certainement pas que leur petit acte de cruauté venait d'allumer une mèche qui réduirait leur monde entier en cendres avant le coucher du soleil. Drake Holloway ne pardonnait pas, et il n'oubliait pas, et il était sur le point de franchir les portes de Sainte-Cécile et de mettre fin à ce mariage devant 500 des personnes les plus puissantes du pays. Avant d'entrer dans cette église, faites ceci très rapidement. Si les histoires de personnes discrètes qui obtiennent enfin le respect qu'elles méritent vous touchent en plein cœur, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous pour ne jamais manquer la suite. Maintenant, retournons dans cette suite nuptiale, au moment où ces ciseaux se sont tus, et découvrons exactement ce que Cora Bennett a décidé de faire ensuite. Le silence s'abattit sur la pièce, plus lourd encore que le son des ciseaux quelques instants auparavant. Un silence si épais que Cora pouvait entendre son propre cœur battre lentement, régulièrement, avec une froideur qui l'effrayait. Marguerite Ashford laissa tomber les ciseaux sur la coiffeuse en marbre, le métal heurtant la pierre avec un son sec et dur. Puis elle épousseta ses mains comme si elle venait de toucher quelque chose de sale. « Vous auriez dû nous être reconnaissante, dit-elle, sa voix douce d'une manière cruelle, de vous avoir évité de vous transformer en risée devant des gens convenables. Une fille qui rapièce des bouts de tissu jetés comme vous n'a pas le droit de porter quelque chose qu'elle imagine précieux. » Priscilla Reed, un son strident résonnant dans la pièce silencieuse. Elle se pencha assez près pour que Cora sente le parfum cher mélangé au champagne sur son haleine de la fête de la veille. « Chère belle-sœur, murmura-t-elle, Théodore se lassera de vous bien assez tôt. Les hommes Ashford n'épousent pas les filles d'appartements sans cheminée. Ils ne font que jouer avec des filles comme vous pendant un certain temps, puis ils les jettent. Vous n'êtes qu'une vieille chose, exactement comme les déchets qui jonchaient le sol à l'instant. » Les deux femmes se regardèrent, échangeant le regard triomphant de personnes qui croyaient avoir complètement gagné. Puis elles pivotèrent sur leurs talons hauts avec le mouvement gracieux qu'elles avaient passé leur vie à pratiquer, sortirent de la pièce et fermèrent la porte en chaîne derrière elles avec un clic doux mais définitif. Restée seule, Cora s'agenouilla lentement au milieu de la pièce. Elle tendit la main et ramassa une fragile bande de dentelle. La broderie qu'elle avait patiemment recousue point par point sous la lampe tard dans la nuit pendant 9 mois, maintenant déchirée en lambeaux éparpillés sur le plancher de bois comme des pétales de fleurs séchées. Pendant un instant, sa gorge se serra, ses yeux la brûlèrent, et elle pensa qu'elle allait s'effondrer comme n'importe qui le ferait dans un tel moment. Mais les larmes ne coulèrent pas. Au lieu de cela, quelque chose de tout à fait différent monta dans sa poitrine, froid, immobile, et si clair que cela la fit presque frissonner. Un calme étrange qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne pleura pas, elle ne s'enfuit pas, elle resta assise là, au milieu des ruines de l'œuvre de sa vie, et elle comprit avec une certitude absolue qu'elle ne descendrait pas l'allée, aujourd'hui, pour devenir la femme de Theodore Ashford. Mais elle ne se faufilerait pas non plus par la porte de derrière en larmes comme une femme vaincue, donnant à la famille Ashford exactement ce qu'elle voulait. S'ils voulaient faire d'elle un spectacle d'humiliation, alors elle leur donnerait un spectacle,
mais pas celui qu'ils avaient imaginé. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit avec hésitation, et Jonah entra. Le seul maquilleur en qui elle avait confiance, le jeune homme aux yeux bienveillants et aux mains habiles, qui était resté à ses côtés depuis les premiers jours où elle luttait encore à Boston. Il s'arrêta net quand il vit la dentelle déchirée, éparpillée sur le sol, son visage devenant pâle, et il s'agenouilla rapidement à côté d'elle. « Cora !» murmura-t-il, sa voix tremblant d'horreur. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laissez-moi appeler une voiture et vous sortir d'ici tout de suite. » Vous n'avez pas à endurer une seconde de plus de tout ça. Mais Cora secoua seulement la tête, et quand elle leva les yeux vers lui, son regard figea Jonah, car il n'y avait plus de douleur, plus de faiblesse, seulement une résolution de fer, froide comme la glace. « Je ne vais nulle part, Jonah, » dit-elle, sa voix si égale et calme qu'elle en était effrayante. Elle se leva, rassembla les morceaux de dentelle déchirés dans ses paumes avec la tendresse de quelqu'un soulevant une chose vivante mourante, puis les plaça sur la coiffeuse devant lui. « J'ai besoin que tu m'aides pour une dernière chose. Épingle ces morceaux dans mes cheveux. » Les yeux de Jonah s'écarquillèrent, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux le porter? Mais il est en ruine. Tout le monde verra. » Cora sourit faiblement. Un sourire sans joie, seulement une détermination froide et inébranlable. « Exactement, » répondit-elle. « Je veux que tous le voient. Je veux que 500 personnes dans cette église voient exactement quel genre de personnes sont les membres de la famille Ashford. Épingle-les, Jonah. Ne cache pas une seule coupure. » Jonah venait juste d'épingler la dernière bande de dentelle dans les cheveux sombres de Cora quand la porte s'ouvrit à nouveau brusquement. Cette fois sans la moindre hésitation, et Theodore Ashford entra, vêtu de son costume de mariage parfaitement taillé. Une lueur d'irritation traversa son visage, avant qu'il ne comprenne pleinement la scène devant lui. Il s'arrêta, son regard se déplaçant sur les restes de dentelle sur le sol, sur le visage pâle de Jonah, puis se posant sur les cheveux de Cora, où les morceaux de dentelle déchirés pendaient comme une toile d'araignée lugubre. Pendant une brève seconde, Cora s'accrocha encore à un fragile fil d'espoir. Elle attendait encore ce que toute femme attendrait de l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. De l'indignation, de la protection, un pas en avant pour se tenir à ses côtés. Theodore soupira seulement, un soupir fatigué et agacé, puis se frotta l'arête du nez, comme si elle était le fardeau le plus gênant de cette matinée. « Cora, » dit-il, sa voix pleine de reproches, « s'il te plaît, arrête d'être dramatique. Tu sais à quel point ma mère et Priscilla sont colériques. Pourquoi faut-il toujours que tu mettes le feu aux poudres, aujourd'hui de tous les jours ?» Cora le regarda, et pour la première fois en 2 ans qu'elle le connaissait, elle vit le vrai Theodore Ashford avec une clarté douloureuse. « Jusqu'à la moindre ligne, elles l'ont coupé en morceaux, Théodore, » dit-elle doucement, sa voix étrangement calme. « Elles ont utilisé des ciseaux pour le découper exprès, juste devant moi, et elles ont ri. » Théodore agita la main avec impatience, ses yeux se tournant vers la porte, d'où le son de l'orgue avait déjà commencé à s'élever du sanctuaire. « Ce n'était qu'un vieux morceau de tissu, » lâcha-t-il. Et à l'instant même où ces mots quittèrent ses lèvres, Cora sentit quelque chose en elle mourir tranquillement. « Je t'ai dit des centaines de fois d'aller simplement dans une boutique et d'acheter un vrai voile neuf, un voile cher, du genre que les gens admireraient. Mais non, tu as dû insister pour t'occuper de cette chose en lambeaux que tu as acheté chez un brocanteur. Maintenant, le consul Whittaker est déjà assis au premier rang. La presse est massée à l'extérieur, et tu prévois d'embarrasser toute ma famille pour un morceau de dentelle. Enlève-le ou fais-le épingler proprement, puis sors. Je ne te laisserai pas humilier la famille Ashford aujourd'hui. » Cora ne répondit pas tout de suite. Dans son esprit, un souvenir vacilla. Cet après-midi pluvieux, où elle avait vu la dentelle pour la première fois dans une boutique d'antiquités humides du North End. Le commerçant, aux yeux fuyants, avait murmuré qu'elle avait appartenu à une dame distinguée, morte depuis longtemps, et avait juré qu'elle avait été achetée et vendue en toute légalité. Elle avait dépensé presque toutes ses petites économies pour la ramener à la maison, sans jamais savoir que ce moment même avait silencieusement lié son destin à un fil qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Mais maintenant, debout devant Théodore, elle ne voyait plus la dentelle comme une erreur. Elle la voyait comme la seule chose honnête qui restait dans cette pièce. « Tu as raison sur une chose, » dit-elle, levant la tête, sa voix résonnant si clairement et si fermement que même elle en fut surprise. « J'ai passé les 2 dernières années à m'occuper de quelque chose en lambeaux.
Ce n'était tout simplement pas la dentelle, Théodore, c'était toi. Le visage de Théodore s'assombrit de colère et de confusion. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'arrêta, car l'orgue à l'extérieur était devenu plus fort, plus pressant. Il recula, redressa son col d'un geste raide, et le dernier regard qu'il lui jeta ne contenait aucune affection. Seulement l'irritation froide d'un homme craignant pour sa propre image. « Fais comme tu veux », dit-il entre ses dents serrées. « Mais si tu sors avec cette chose sur la tête, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Puis il se tourna, sortit de la pièce à grands pas, et laissa la porte grande ouverte derrière lui. Jonah prit la main glacée de Cora, mais elle ne tremblait pas. L'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour cet homme avait complètement disparu, sans un bruit. Ce qui restait en elle n'était qu'une sérénité froide et une résolution que rien ne pouvait ébranler. L'église Sainte-Cécile était bondée jusqu'au dernier banc. 500 personnes des cercles les plus élitistes de toute la côte Est, assises côte à côte sous les hautes voûtes de pierre. L'air était épais de l'odeur des lys blancs importés et du doux murmure des chuchotements privilégiés. Au bout de l'allée, Theodore Ashford se tenait près de l'autel. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à la montre chère à son poignet et échangeait un sourire crispé avec le témoin à ses côtés. Au premier rang à droite, Marguerite et Priscilla étaient assises, le dos fièrement droit, se chuchotant des choses derrière des éventails en soie. Elle attendait le moment où la mariée humiliée n'oserait pas apparaître ou se traînerait dehors dans un état pitoyablement brisé. Dans le vestibule, Jonah avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait manipulé chaque fragment ruiné de la dentelle déchirée avec soin. Il les avait épinglés dans les cheveux sombres de Cora avec toute l'habileté qu'il possédait. Les bandes de soie déchirées, avec leurs bords coupés en dents de scie, descendaient dans son dos comme une toile, à la fois tragique et d'une beauté déchirante. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, un acte de destruction brutale, exposé sans déguisement, épinglé directement sur une mariée. « Tu es sûr de ça, Cora ?» murmura Jonah, ses mains tremblant encore légèrement alors qu'il ajustait l'arrière de sa jupe. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« J'en suis sûr, Jonah, » répondit Cora, sa voix si plate qu'il n'y restait plus une once d'émotion. « Ouvre les portes. » Le grand orgue s'éveilla, ses accords d'ouverture solennelle résonnant dans l'église, et les lourdes portes du sanctuaire s'ouvrirent. Cora s'avança dans l'allée centrale. Aussitôt, ce fut comme si le souffle de 500 personnes se coupait dans leur gorge en même temps. Le chuchotement disparut. Puis il reprit de plus belle en une vague d'agitation surprise, se propageant d'un rang de bancs à l'autre. Alors que Cora marchait lentement dans la longue allée tapissée, les invités d'honneur se penchaient hors de leur siège, les yeux écarquillés d'étonnement. Ils ne regardaient pas sa robe. Ils fixaient le voile en ruine, qui cascadait dans son dos. Les coupures étaient douloureusement claires. Les bords déchiquetés de la vieille dentelle, violemment déchirés, racontaient sans mots l'histoire d'un acte de sabotage cruel. Une dame dans les rangs du milieu leva une main pour couvrir sa bouche. Un homme plus âgé pencha la tête et murmura à l'oreille de sa femme, le front plissé de confusion. Quelque part près du fond, un appareil photo cliqua doucement, puis se tut rapidement, comme si même la personne prenant la photo ne pouvait croire ce qui venait d'être capturé. Elle ne marchait pas comme une victime. Elle marchait le menton haut, le dos parfaitement droit, chaque pas stable et mesuré. Elle donnait à chaque paire d'yeux dans cette salle sacrée assez de temps pour voir, pour se souvenir et pour comprendre exactement ce qui lui était arrivé dans la chambre nuptiale ce matin-là. Au premier rang, le sourire suffisant sur le visage de Priscilla se figea soudainement, puis disparut complètement. Il fut remplacé par un air de panique mêlé de fureur, alors qu'elle réalisait que tout échappait désastreusement à son contrôle. Elle s'attendait à ce que Cora cache la blessure, se recroqueville de honte ou n'ose rien porter du tout. Elle n'avait jamais imaginé que la jeune fille oserait exposer la destruction devant le monde entier avec une fierté si provocante, en portant le tissu en ruine avec dignité. Cora exposait la cruauté des femmes Ashford, pour que chaque personne puissante dans cette pièce en soit témoin. Marguerite serra son éventail en soie si fort que ses jointures devinrent blanches. Son visage devint rouge foncé, puis pâlit, alors que les regards interrogateurs commençaient à se tourner vers le rang où sa famille était assise. Priscilla baissa la tête, essayant d'éviter les yeux qui se tournaient vers elle. Mais il était trop tard, car l'histoire du voile déchiré était déjà gravée dans l'esprit de 500 témoins.
Et pendant tout ce temps, Cora continuait de marcher vers l'autel, où Théodore se tenait, attendant avec un visage de plus en plus blanc, la mâchoire serrée contre la rage qui montait en lui, incontrôlable. Quand Cora atteignit enfin le côté de Théodore au pied de l'autel, il se pencha vers elle, et, entre ses dents serrées, il murmura d'une voix pleine de poison, que seule elle pouvait entendre. « Qu'est-ce que tu fiches » siffla-t-il. « Je t'ai dit d'enlever ces ordures. Tu as l'air folle. Tu m'humilies devant tous ces gens. » Cora ne se tourna pas pour le regarder. Elle garda la tête haute, le regard fixé droit devant elle sur la croix, au-dessus de l'autel. Et quand elle répondit, sa voix était calme, mais chaque mot était froid et clair. « Je montre à tes amis exactement quel genre d'homme tu es, Théodore, » murmura-t-elle. « Un lâche qui est resté immobile et a regardé sa famille détruire quelque chose qu'il avait juré un jour chérir. Tu voulais que je le cache pour protéger ta dignité, mais je ne cacherai plus jamais la vérité, juste pour qu'un homme comme toi puisse rester à l'aise. » Théodore se raidit, son visage passant du blanc pâle à un rouge sombre de colère, ses deux mains se serrant en poing à ses côtés. Mais il ne pouvait rien faire dans le sanctuaire bondé, avec des centaines d'yeux et d'objectifs de caméra observant son moindre mouvement. Le père Donovan, un homme plus âgé aux cheveux argentés, avait clairement senti la tension suffocante qui émanait des mariés, ainsi que l'étrange état de la tenue de la mariée. Il s'éclaircit bruyamment la gorge, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ouvrait la Bible aux garnitures dorées, sous le regard scrutateur de toute la congrégation. « Mais bien-aimé, » commença le prêtre, sa voix résonnant jusqu'aux hautes voûtes de pierre, alors qu'il essayait de garder un ton solennel, bien que ses yeux ne cessaient de se tourner vers la chevelure en ruine de la mariée. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui devant Dieu et devant cette communauté pour être témoins de l'union de cet homme et de cette femme dans l'alliance sacrée du mariage. » La cérémonie se poursuivit dans une atmosphère si étouffante qu'elle en était presque insupportable. Cora se tenait là comme une statue, complètement séparée de l'homme à ses côtés, son corps immobile tandis que son esprit était étrangement vif et clair. Elle n'écoutait pas les mots que le prêtre lisait, car dans sa tête, il ne restait qu'une seule chose, un seul moment qu'elle attendait. Elle savait que selon l'ancien rituel, il y aurait un moment où le prêtre ferait une pause et demanderait si quelqu'un s'opposait au mariage, et c'était le moment qu'elle avait choisi. Elle avait imaginé chaque mouvement clairement dans son esprit. Elle se tournerait pour faire face aux 500 personnes qui la regardaient. Elle retirerait la bague de fiançailles de son doigt et la placerait dans la paume de Théodore. Puis elle déclarerait devant eux tous qu'elle refusait, qu'elle ne ferait jamais partie de cette famille. Et elle sortirait par les portes de l'église, sur ses deux pieds, la tête haute, non pas comme une femme rejetée, mais comme une femme qui avait choisi de partir. De minuscules perles de sueur perlaient sur le front du père Donovan, alors qu'il approchait de cette partie de la cérémonie, comme si même lui sentait que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Il déglutit difficilement, son regard balayant une fois la congrégation silencieuse comme la mort. Puis il parla, chaque mot résonnant clairement sous la voûte de pierre. « Si quelqu'un dans cette communauté peut montrer une juste cause pour laquelle ces deux personnes ne peuvent être légalement unies, proclama-t-il, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Cora prit une profonde inspiration. Sa main bougea légèrement, ses doigts commençant à atteindre la bague sur son autre main, et elle se prépara à se retourner. Mais elle n'en eut jamais l'occasion. Avant même qu'une seconde de silence ne puisse s'écouler, un son semblable à un roulement de tonnerre éclata à l'autre bout du sanctuaire. Les deux lourdes portes en chêne de l'église Sainte-Cécile, cerclées de clous de fer, furent projetées si violemment qu'elles heurtèrent les murs de pierre avec assez de force pour faire trembler les premiers bancs. L'organiste sursauta de choc, ses doigts frappant une note stridente et discordante avant que le son ne meure dans l'air. 500 têtes se tournèrent tout en même temps. À travers le vestibule s'avançaient 6 hommes en costume noir parfaitement taillés, se déplaçant avec une précision terrifiante et une unité glaçante. Leurs yeux balayaient la foule, de petites oreillettes se courbant derrière leurs oreilles. À leur tête se trouvait Bruno Kovac, un homme imposant au visage dur et aux yeux qui ne révélaient pas la moindre lueur d'émotion. Sa démarche était celle d'un prédateur si habitué à faire retenir son souffle à une pièce entière qu'il n'avait pas besoin d'y penser. Juste derrière eux suivait un homme dont la présence semblait aspirer l'oxygène même de la pièce. Drake Holloway. Il portait un costume sombre taillé avec une précision exquise
jusqu'au dernier point, sans aucun détail superflu et pas un seul pli. Il dégageait le genre d'autorité qui n'a pas besoin de se montrer, car son existence même pesait déjà sur l'espace qui l'entourait. Son visage était un masque de froideur et de commandement absolu. Ses yeux gris acier balayèrent une fois l'église, et chacun de ses pas résonnait sur le sol en marbre au rythme régulier d'un compte à rebours vers un destin inévitable. Il n'était pas un invité. Il était une force de la nature qui venait d'entrer dans une pièce soudainement trop petite pour le contenir. Un souffle de peur se propagea dans la foule privilégiée. Puis, ce qui figea vraiment l'air ne fut pas simplement son arrivée, mais la prise de conscience de qui il était. Les personnes les plus puissantes de la côte Est, celles habituées à donner des ordres et à faire plier les autres, étaient maintenant celles qui pâlissaient le plus vite. Un sénateur assis au 3e rang se recula presque imperceptiblement. Un célèbre magnat de l'immobilier déglutit difficilement, ses mains se crispant sur ses genoux. Des noms furent chuchotés rapidement d'une oreille à l'autre, des noms que personne n'osait prononcer à voix haute, car Drake Holloway était l'homme que tout Boston connaissait et que personne n'osait mentionner en plein jour. Il était l'ombre qui planait sur les quais, la main invisible guidant les courants d'argent qui se déplaçaient silencieusement à travers les transactions immobilières et les ventes aux enchères d'art scintillantes. Le nom que même les hommes les plus riches n'osaient prononcer que dans des pièces fermées et à voix basse. Marguerite Ashford, qui quelques instants auparavant était rouge de rage, était maintenant blanche comme du papier, une main agrippée fermement au bras de sa chaise. Priscilla était assise, rigide, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortait. Drake Holloway ne s'arrêta pas pour saluer les personnes qui baissaient la tête pour le saluer avec crainte. Il marcha droit dans l'allée centrale, ses chaussures en cuir poli frappant la pierre en battements nets à travers le silence absolu. À l'hôtel, Theodore Ashford semblait sur le point de s'évanouir. Il recula d'un pas dans une confusion totale, puis baissa précipitamment la tête. « Monsieur Holloway » balbutia Theodore, sa voix se brisant comme celle d'un enfant effrayé. Et à cet instant, il oublia la cérémonie, oublia même la mariée debout juste à côté de lui. « Monsieur, quel honneur! Il doit y avoir un malentendu. » Mais Drake Holloway l'ignora complètement. Il ne prit même pas la peine de jeter un coup d'œil au marié, comme si Theodore Ashford n'était rien de plus qu'un meuble insignifiant bloquant sa ligne de mire. Ses yeux, froids et perçants, s'étaient fixés sur un seul point dès l'instant où il était entré dans le sanctuaire, et il se dirigea directement vers ce point, sans la moindre hésitation. Il s'arrêta juste devant Cora. Il se tenait là, assez près pour qu'elle sente l'immobilité terrifiante qui émanait de lui. Et pendant plusieurs longues, interminables secondes, toute l'église devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre la cire des bougies goutter sur l'autel. Ses yeux gris quittèrent son visage, descendirent lentement et se posèrent sur les fragments de dentelle déchirés, épinglés dans ses cheveux sombres. Et à ce moment précis, quelque chose dans son visage glacé se fissura légèrement. Drake Holloway leva lentement une main, et le mouvement fut si délibéré que toute l'église sembla retenir son souffle en le regardant. Puis ses doigts touchèrent légèrement une bande de dentelle déchirée qui pendait à côté du visage de Cora, doucement et presque avec tremblement, comme s'il touchait quelque chose de sacré qui pourrait disparaître au moindre souffle. Et puis il se figea, sa main s'arrêta en l'air, sa mâchoire se serra. Un muscle le long de sa joue se tendit avant de trembler violemment d'une manière qu'il ne pouvait réprimer. Ses yeux gris, froids comme l'acier, et connus pour ne jamais révéler la moindre émotion devant des centaines de personnes puissantes, s'assombrirent soudainement de quelque chose de profond, de douloureux et d'ancien. Un chagrin enfoui depuis tant d'années qui venait d'être réveillé par une bande de soie en ruine. Il l'avait reconnu. Il reconnaissait chaque point, chaque motif de dentelle travaillé à la main, dans une technique qu'une seule personne au monde avait jamais possédée. Chaque petit détail qu'il avait gravé dans sa mémoire, depuis qu'il n'était qu'un garçon. C'était le voile de mariée de sa mère. C'était le voile de Rosalind Holloway. La chose qui avait disparu de sa vie en même temps qu'elle, cette nuit fatidique il y a tant d'années. La chose qu'il avait passé 10 ans et une fortune entière à essayer de retrouver à travers des ventes, aux enchères clandestines, des antiquaires et les coins les plus sombres de ce monde. La chose qu'il avait presque désespéré de retrouver un jour. Et maintenant, il était là, devant lui, déchiré en morceaux,
et épinglé dans les cheveux d'une mariée inconnue au milieu d'un mariage auquel il n'avait jamais été invité. Pendant un long moment, si suffocant qu'il semblait sans fin, Drake ne dit rien du tout. Il resta juste là, à regarder les coupures déchiquetées, et l'immobilité qui émanait de lui était plus terrifiante que n'importe quelle rage aurait pu l'être. Puis il leva lentement la tête, ses yeux quittant le voile et balayant l'église. Lentement, froidement, jusqu'à ce que ce regard mortel se pose sur les deux visages qui se recroquevillaient sur eux-mêmes au premier rang. Marguerite et Priscilla Ashford s'effondrèrent presque sous le poids de ce regard. « Fermez le livre, père », dit Drake, sa voix basse, mais portant jusqu'au dernier banc avec une clarté si glaçante qu'elle sonnait comme un ordre que personne ne pouvait défier. Le père Donovan trembla si fort qu'il faillit laisser tomber la Bible, puis la referma à la hâte avec des mains maladroites. Drake se tourna vers la congrégation, et quand il parla à nouveau, chaque mot résonna avec une autorité absolue que rien ne pouvait ébranler. « Ce mariage s'arrête ici », déclara-t-il, et les mots tombèrent sur le sanctuaire comme une sentence prononcée. « Le voile que vous venez de détruire n'est pas un objet ordinaire. C'est la propriété de la famille Holloway, qui nous a été volée il y a de nombreuses années. Et vous ?» Son regard se planta droit dans les deux femmes Ashford. « Avez pris des ciseaux pour quelque chose qui m'appartient. Quelque chose que j'ai cherché plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. » Une vague de terreur se propagea dans les bancs, et les chuchotements paniqués moururent aussitôt sous la force de ses yeux. Drake fit un pas lent vers le premier rang, et les 6 hommes en costume noir se déplacèrent silencieusement avec lui, rendant l'air même épais d'une menace tacite. « Vous pensiez que votre argent et votre lignée vous protégeraient, » dit-il doucement, sa voix maintenant abaissée à un registre si froid qu'elle semblait glisser sur la peau comme une lame. « Vous vous êtes habitué à croire que vous pouviez piétiner qui vous vouliez, sans jamais faire face aux conséquences. Mais aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise chose à détruire et le mauvais homme à vous faire ennemi. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin, car chaque mot calme envoyait un frisson dans le dos de chaque personne dans cette église. Et Marguerite et Priscilla comprirent toutes deux que le monde qu'elles avaient toujours connu venait de s'effondrer sous leurs pieds. Le silence de mort dans le sanctuaire fut déchiré par la voix tremblante de Priscilla. Elle se leva d'un bond du banc, ses jambes si instables qu'elle dut s'agripper au dossier du siège devant elle pour ne pas tomber. « Monsieur Holloway, nous ne savions pas, » balbutia-t-elle, son visage autrefois arrogant maintenant tordu de panique. « Nous pensions que ce n'était qu'un bout de tissu bon marché qu'elle avait acheté pour prétendre appartenir à notre classe. Nous jurons que nous n'aurions jamais osé toucher à quoi que ce soit appartenant à votre famille si nous avions su. » Marguerite se leva également à côté de sa fille, essayant de sauver le dernier lambeau de dignité. Mais sa voix s'était déjà brisée. « Ce doit être un terrible malentendu, monsieur. Notre famille a toujours respecté les règles. Nous sommes prêts à tout faire pour arranger les choses. » Drake ne prit pas la peine de les regarder à nouveau. Son regard était aussi froid que la glace en plein hiver. « L'ignorance n'est pas une défense pour la destruction, » dit-il doucement. « Vous ne l'avez pas ruiné parce que vous pensiez qu'il était bon marché. Vous l'avez ruiné parce que vous vouliez blesser une femme dont vous ne pourriez jamais atteindre la gentillesse et le talent. » Juste à ce moment-là, Théodore s'avança en titubant, levant les 2 mains dans un geste pathétique de reddition. Et puis, quelque chose que personne n'attendait se produisit. Il tomba à genoux, là, sur les marches de l'autel, devant 500 personnes qui avaient autrefois respecté sa famille. « Monsieur Holloway, s'il vous plaît, » supplia Théodore, sa voix frénétique et humiliante. « Je paierai pour chaque dommage. » Quelle que soit la valeur du voile, la famille Ashford fera un chèque aujourd'hui. 10 fois, 100 fois s'il le faut. S'il vous plaît, permettez-nous simplement de terminer cette cérémonie en douceur. Cora tourna la tête pour regarder l'homme qu'elle avait failli épouser, et le dégoût monta en elle si vivement qu'il la rendit presque malade. L'arrogance même dans sa supplication, cette croyance que son argent pouvait effacer la cruauté de sa famille et réparer quelque chose de détruit au-delà de toute réparation, la rendait vraiment nauséeuse. Elle fit un pas en avant, et cette fois, elle ne murmura pas. Elle laissa sa voix résonner clairement et fortement, faisant écho dans les hautes voûtes de pierre pour que chaque personne dans le sanctuaire puisse l'entendre. « Tu ne peux pas t'en sortir en payant, Théodore, » dit-elle, sa voix ne tremblant plus du tout. « Et il n'y a plus de cérémonie à terminer. Je ne t'épouserai pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Je me tiens ici devant tous ces gens
pour dire que je refuse de devenir ta femme, et je refuse de faire partie d'une famille qui a bâti sa richesse sur le mépris de ceux qu'elle considère comme inférieurs. Théodore tressaillit comme si elle l'avait giflé. Une vague d'étonnement se propagea dans les bancs, et les personnes même qui avaient passé la matinée à chuchoter des choses cruelles sur les origines modestes de Cora la regardaient maintenant avec une admiration qu'elle-même n'avait pas prévue. Drake Holloway se tourna pour la regarder, et pour la première fois depuis qu'il avait franchi les portes de l'église, quelque chose dans son visage dur s'adoucit légèrement, un profond respect scintillant dans ses yeux gris. Il fit un petit signe de tête, comme pour reconnaître quelque chose qu'il n'osait plus espérer voir chez un autre être humain. Puis il se tourna vers Bruno, sa voix basse et décisive. « Faites sortir la famille Ashford d'ici. Je m'occuperai d'eux à ma manière. » Alors que les hommes en costume noir s'avançaient en silence, Drake tourna le dos à la famille en pleine déroute et tendit son bras vers Cora. « Mademoiselle Bennett, dit-il doucement. Sa voix était si douce qu'elle stupéfia toute la congrégation. « Cet endroit ne mérite plus votre présence. Permettez-moi de vous escorter dehors. » Cora regarda le bras offert par l'homme le plus puissant de Boston. Puis elle posa sa main dessus, et ensemble, ils descendirent lentement l'allée, laissant derrière eux les ruines de la famille Ashford, sous le regard stupéfait de 500 personnes. Les conséquences du désastre à l'église Sainte-Cécile s'abattirent sur la famille Ashford si rapidement et si impitoyablement que même ceux qui comprenaient le mieux le monde interlope furent étonnés de sa vitesse. Drake Holloway n'eut pas besoin de violence, ni de menaces ouvertes. Il fit simplement une chose. Il retira les fils invisibles qui avaient discrètement soutenu tout l'empire Ashford pendant des années, sans que les Ashford eux-mêmes ne le sachent. Dès le lendemain matin, les banques qui avaient toujours accueilli chaleureusement la famille Ashford resserrèrent soudainement leur emprise sur d'énormes prêts, citant des clauses que personne n'avait jamais mentionnées auparavant. À midi, les deux plus grands partenaires de l'entreprise de transport maritime du groupe Ashford se retirèrent brusquement de contrats déjà signés, n'offrant aucune explication, seulement des lettres froides annonçant la fin de leur relation commerciale. Les actions du groupe Ashford plongèrent sans s'arrêter en quelques heures seulement, alors que les investisseurs sentaient l'odeur de l'effondrement et se précipitaient pour fuir. Les invitations aux événements de la haute société, que la famille avait autrefois tenues pour acquises, devinrent silencieuses. Les appels restaient sans réponse, et les portes qui avaient toujours été grandes ouvertes se refermaient brutalement sur leurs visages. Le consul Whittaker, l'homme qui avait autrefois occupé le siège d'honneur au mariage, annula une fusion d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars avec l'entreprise de Théodore dès le lendemain matin. Son refus se propagea comme un signal, à travers toute la classe d'élite, que la famille Ashford était maintenant devenue quelque chose de toxique que personne n'osait toucher. L'histoire du voile déchiré et de l'homme puissant qui avait mis fin au mariage se propagea à travers Boston à la vitesse d'un feu de forêt. Elle fut chuchotée dans chaque salon élégant, chaque club privé, chaque table de banquet de la classe supérieure, et chaque fois qu'elle était racontée, le mépris pour les Ashford s'approfondissait. Les comités de bienfaisance, où Marguerite avait autrefois fièrement siégé, lui envoyèrent discrètement des lettres demandant sa démission. Des amis de plusieurs décennies devinrent soudainement des étrangers, évasifs et distants, prétendant ne pas la voir dans une foule. En moins d'un mois, la famille qui avait autrefois possédé une immense richesse et une position qui semblait inébranlable avait presque tout perdu. Non pas à cause d'une balle ou d'un poing, mais à cause de quelque chose de bien plus terrifiant, le rejet absolu du monde même, auquel il croyait appartenir. Theodore Ashford s'effondra plus pitoyablement que quiconque. Écrasé par le scandale, poursuivi par les créanciers, et surtout terrifié par l'ombre de Drake Holloway, il n'eut plus le courage de rester dans la ville, où chaque regard le fixait, avec un mélange de pitié et de mépris. Seulement quelques semaines après le mariage ruiné, Théodore transféra discrètement ce qui restait de lui-même, dans une succursale éloignée de l'entreprise, dans une petite ville de la côte ouest. Fouillant l'humiliation, les ragots et le nom même de Holloway, qui le hantait maintenant dans son sommeil, il disparut de Boston sans un mot d'adieu, laissant derrière lui une famille brisée et une réputation complètement effondrée. Mais tandis que Théodore choisissait de fuir et que Marguerite choisissait de se replier dans la disgrâce, Priscilla Ashford n'avait aucune intention de baisser la tête et d'accepter son sort.
Dans le manoir de Newport, maintenant silencieux et froid, elle était assise près de la fenêtre, regardant la mer, les yeux secs, sans une seule larme, seulement une froideur aiguë et haineuse restant dans son regard. Elle ne ressentait aucun remords pour ce qu'elle avait fait. Dans son esprit tordu, la coupable n'était pas elle-même, mais la pauvre fille qui avait osé entrer dans son monde et avait ensuite entraîné toute la famille dans sa chute. Et alors qu'elle serrait la main si fort que ses ongles soigneusement manucurés s'enfonçaient dans sa paume, elle jura silencieusement que Cora Bennett paierait un jour pour tout ce qu'elle avait causé. 3 jours après le mariage ruiné, une berline noire brillante s'arrêta devant le vieil immeuble où vivait Cora, semblant complètement déplacée dans la rue étroite, bordée de bâtiments en briques rouges délavés par le temps. De la voiture sortit une femme d'une 40aine d'années, vive et posée, les cheveux soigneusement épinglés, et son tailleur noir taillé avec soin jusqu'au dernier point. Elle se présenta comme étant Victoria Falcone, puis tendit à Cora une épaisse enveloppe de couleur crème sans rien dessus, sauf un seau de cire estampillé d'un emblème que Cora ne reconnut pas. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite d'une écriture ferme et décisive, l'invitant au manoir Holloway. « Monsieur Holloway est très impatient de vous revoir », dit Victoria, sa voix basse et calme, ne révélant pas la moindre trace d'émotion. « La voiture vous y conduira si vous acceptez. La décision vous appartient entièrement. Il n'y a aucune contrainte ici. » Quelque chose dans le calme de la femme inspira confiance à Cora, et après une brève hésitation, elle hocha la tête. La voiture l'emmena loin des rues familières de Boston, à travers des banlieues qui devenaient de plus en plus clairsemées et calmes, jusqu'à ce qu'elle tourne sur une longue route privée, ombragée des 2 côtés par des rangées d'arbres anciens dépouillés de leurs feuilles. Le manoir Holloway apparut au bout de la route, comme un château de pierre grise, s'élevant au milieu d'un paysage désolé. Ses hautes fenêtres étroites reflétaient la lumière froide du ciel de l'après-midi, et toute la structure dégageait une élégance sombre, magnifique mais solitaire, belle mais tachée par la couleur de secrets enfouis. Victoria guidait Cora à travers de longs couloirs au sol de marbre, avec des portraits d'ancêtres Holloway accrochés des 2 côtés, leurs yeux sévères la regardant de haut, jusqu'à ce qu'elles entrent dans un vaste bureau tapissé de bibliothèques, atteignant le plafond, et une cheminée où le feu brûlait doucement. Drake Holloway se tenait à côté d'un grand bureau en acajou, et quand il se tourna pour la regarder, son visage ne portait plus la froideur terrifiante qu'il avait dans l'église, mais quelque chose de plus calme et de bien plus lourd. « Merci d'être venue, mademoiselle Bennett, » dit-il. Sur le bureau, soigneusement étalés sur des couches de papier d'archives spécialisées, se trouvaient les fragments du voile, disposés avec révérence comme les os d'une créature vivante perdue. Cora s'approcha, et quand elle les vit, son cœur se serra. Drake resta silencieux pendant un long moment, les yeux posés sur les bandes de dentelle déchirées. Puis il commença à parler, sa voix basse et lointaine, comme si elle faisait écho d'un endroit profond du passé. « Ce voile appartenait à ma mère, Rosalind Holloway, » dit-il. Elle l'a brodé elle-même pour son propre jour de mariage, point par point, en utilisant une technique qu'elle a apprise de sa grand-mère dans son pays natal, de l'autre côté de l'océan. Ce n'était pas simplement un voile de mariée. Pour elle, c'était toute une histoire de lignée, d'amour, de tout ce qu'elle chérissait le plus. Il fit une pause, et Cora vit ses jointures se crisper contre le bord du bureau. Il y a de nombreuses années, quand j'étais encore très jeune, il y a eu une nuit où tout dans ma vie a changé pour toujours. Ma mère a disparu cette nuit-là, dans un incident qui, même maintenant, a encore beaucoup de choses inexpliquées. Et avec elle, ce voile a disparu sans laisser de traces. Il a été pris à ma famille, sorti clandestinement par les canaux les plus sombres de ce monde. Et pendant toutes ces années, je l'ai cherché sans relâche. Non seulement parce que c'est la dernière relique de ma mère, mais parce que j'ai toujours cru qu'il contenait quelque chose. Un morceau de la vérité que quelqu'un a délibérément enterré avec elle. Il leva les yeux vers Cora, et dans ses yeux gris, pour la première fois, elle ne vit pas le pouvoir, mais une perte profonde qui n'avait jamais été guérie. Drake contourna le bureau en acajou et se tint à côté de Cora, son regard se posant sur une bande de dentelle particulière, à l'écart des autres. Une section de bordure jaunie par les années, mais qui préservait encore sa broderie exquise. « Quand mes hommes m'ont ramené ce voile après qu'il ait été déchiré, » dit-il lentement, « j'ai demandé à mes meilleurs spécialistes de l'examiner, et ils ont découvert quelque chose que même moi,
je n'avais jamais su pendant toutes ces années de recherche. Il pointa la bordure de la dentelle, où les minuscules points formaient un motif que, à première vue, n'importe qui aurait pris pour une décoration ordinaire. Ma mère a caché quelque chose à l'intérieur de ces points mêmes. Un message, un code crypté, grâce à la technique de broderie à la main, qui n'appartenait qu'à elle. Mes spécialistes ont confirmé qu'il existe. Ils peuvent voir la structure inhabituelle dans la façon dont les points ont été disposés. Mais aucun d'eux n'a la capacité de le décoder. Car pour ce faire, il faut quelqu'un qui non seulement comprend les techniques de broderie anciennes, mais qui est aussi assez délicat pour lire le langage silencieux caché dans chaque fil. Cora se pencha pour étudier la bande de dentelle qu'il avait indiquée, et aussitôt ses yeux, entraînés par tant d'années, reconnurent ce qu'il venait de décrire. Il y avait une irrégularité dans le rythme des points, un ordre caché sous une surface qui semblait aléatoire. Une main qui avait délibérément tissé quelque chose dedans, quelque chose que seuls ceux qui comprenaient vraiment l'artisanat pouvaient reconnaître. Son cœur se mit à battre plus vite. À ce moment-là, l'artisane en elle fut attirée avec une force irrésistible, car ce n'était pas simplement un vieux voile, mais une énigme tissée de l'amour et des secrets d'une femme morte depuis longtemps. Drake se tourna pour la regarder, et sa voix devint plus solennelle. « Mademoiselle Bennett, je me suis renseigné sur vous. Je connais le travail que vous avez fait dans les ateliers de conservation, les textiles anciens que vous avez ramenés à la vie quand tout le monde avait abandonné. Et je sais que c'est vous qui avez passé 9 mois à restaurer ce voile sans même savoir ce qu'il était vraiment. Dans tout ce pays, il n'y a personne d'autre avec vos mains et votre œil. Je veux vous inviter à devenir la spécialiste de la restauration privée pour la famille Holloway. Vous aurez votre propre atelier ici, dans ce manoir. Un budget illimité et un accès complet à tous les matériaux dont vous avez besoin. Et votre première tâche sera de restaurer le voile de ma mère, tout en décodant le message qu'elle a caché à l'intérieur. » Cora resta immobile, le cœur partagé entre de nombreuses émotions contradictoires. Une partie d'elle, l'artisane désireuse de toucher une œuvre aussi extraordinaire que celle-ci, voulait presque accepter sur le champ, car c'était le genre d'opportunité pour laquelle n'importe quel spécialiste de la restauration au monde serait prêt à tout sacrifier. Qu'il y avait aussi la curiosité brûlante pour le secret caché dans le voile, pour l'histoire de la femme qui avait disparu dans les ténèbres il y a tant d'années. Mais une autre partie d'elle hésitait, car elle comprenait très bien qui était l'homme qui se tenait devant elle. Un chef de la pègre. Un homme que tout Boston craignait. Et entrer dans son manoir signifiait aussi entrer dans un monde rempli de dangers qu'elle ne pourrait jamais prévoir entièrement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux se levant pour chercher une réponse dans les siens. « Vous pourriez engager n'importe qui. Vous pourriez forcer n'importe qui. Pourquoi demandez-vous mon consentement? Et pourquoi me confieriez-vous la chose la plus précieuse que vous ayez ?» Drake resta silencieux un moment. Puis il répondit, sa voix si basse et sincère qu'elle l'a surpris. Parce que ce jour-là, dans l'église, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu chez les gens depuis très longtemps. J'ai vu une femme se tenir au milieu d'une foule qui l'humiliait et refusait de baisser la tête. Une femme qui valorisait la beauté et la vérité plus que sa propre sécurité. Vous n'avez pas détruit ce voile, vous l'avez aimé. Et c'est pourquoi je vous fais confiance, mademoiselle Bennett, plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. Cora accepta, et pendant ses premiers jours de travail à l'intérieur du manoir, alors qu'elle commençait à étudier attentivement chaque fragment du voile sous des lampes spécialisées, une question ne cessait de lui revenir à l'esprit et refusait de la lâcher. Comment une relique si précieuse de la famille Holloway, quelque chose qui avait été traqué pendant 10 ans sans que personne ne la trouve, avait-elle pu se trouver tranquillement dans une boutique d'antiquités humides du North End pour tomber entre les mains d'une pauvre artisane restauratrice comme elle, pour un prix si dérisoire qu'il en était presque insignifiant? Plus elle y pensait, plus elle sentait que quelque chose n'allait pas, une coïncidence bien trop grande pour être simplement accidentelle. Elle se souvint du commerçant aux yeux fuyants, de la façon dont il s'était empressé de vendre le voile comme s'il voulait s'en débarrasser le plus vite possible, et de son insistance grossière sur le fait que l'objet avait été acheté et vendu en toute légalité. Cora fit part de ce soupçon à Victoria, et la femme perspicace l'écouta avec une telle concentration que Cora sut qu'elle avait touché quelque chose d'important. « Vous avez de bons instincts, mademoiselle Bennett, » dit Victoria doucement, son regard s'aiguisant. « Laissez-moi enquêter sur ce commerçant. » En 2 jours, le réseau d'information de Drake avait découvert tout ce qu'il y avait à savoir sur l'antiquaire du North End, et ce que Victoria rapporta
laissa Cora et Drake silencieux. Le commerçant n'était pas un simple vendeur de seconde main, comme il en avait l'air. Il était un maillon d'un réseau de contrebande qui déplaçait des marchandises de contrebande et des antiquités illégales, un réseau qui opérait discrètement depuis de nombreuses années. Et plus important encore, ce réseau était directement lié à un nom que Drake n'avait pas entendu depuis très longtemps, un nom qui fit s'assombrir son visage dès que Victoria le prononça. La boutique du North End était l'un des points de transfert, un endroit où les objets d'origine trouble voyaient leur histoire blanchie avant d'être revendus à des acheteurs qui ne savaient rien. « C'est ce que je ne comprends pas », dit Cora, les sourcils froncés. « Si ce voile était si précieux et si ardemment recherché, pourquoi a-t-il été jeté dans une boutique miteuse et vendu pour presque rien au lieu d'être échangé dans les salles de vente aux enchères clandestines où vous aviez cherché ?» Drake resta pensif un long moment, puis répondit lentement, et son explication fit que toutes les pièces commencèrent à s'emboîter. « Parce que les gens qui l'ont pris ne connaissaient pas sa vraie valeur, dit-il. Toutes ces années, je cherchais un précieux voile de mariée de la famille Holloway, quelque chose de clairement décrit dans les anciens registres. Mais la chose qui est arrivée entre vos mains ne ressemblait plus à ça. Avec le temps, le voile a été fait pour paraître plus vieux. Ses marques d'identification les plus évidentes ont été enlevées, et il a été déguisé en un morceau de dentelle ancienne, sans nom et sans histoire. Peut-être par les personnes mêmes qui avaient délibérément caché son origine pour que personne ne puisse le tracer. Aux yeux d'un antiquaire ordinaire, ce n'était qu'un vieil objet valant quelques dollars. Ce n'est qu'après qu'il soit tombé entre vos mains, entre les mains de quelqu'un avec assez de talent et de patience pour le restaurer pendant 9 mois, que la broderie originale, les signes de ma famille et même le code caché ont lentement commencé à apparaître. Vous n'avez pas simplement trouvé le voile, mademoiselle Bennet, c'est vous qui l'avez réveillé. Cora sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant la véritable signification de ces mots. Il s'avérait que son entrée dans cette boutique cet après-midi pluvieux il y a des années, le fait de vider ses économies pour ramener le voile à la maison, n'avait pas du tout été un simple accident. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, l'avait silencieusement mené à cette relique. Et maintenant, alors que le voile avait été réveillé et que son secret commençait à se révéler, elle comprit qu'elle n'était plus simplement une innocente artisane restauratrice. Elle était entrée sans le savoir au centre d'un mystère ancien et sanglant. Un mystère que certaines personnes avaient tué pour l'enterrer. Et maintenant, ces personnes pourraient ne pas la laisser tranquille, une fois qu'elles apprendraient que le voile était revenu, et que quelqu'un commençait lentement à lire ce qu'elle croyait avoir été effacé pour toujours. L'atelier de restauration que Drake avait réservé pour Cora se trouvait dans l'aile est du manoir. Une pièce spacieuse, baignée de lumière naturelle par de hautes fenêtres, équipée de tout ce dont un artisan pouvait rêver. Des microscopes délicats et des fils de soie de toutes les nuances, à un système de contrôle de la température et de l'humidité précis au moindre détail. Dans cet espace calme, Cora retrouva lentement la paix qu'elle pensait avoir perdue. Et chaque jour, elle se penchait inlassablement sur les fragments de dentelle, rejoignant patiemment chaque fil du voile. Drake commença à visiter son atelier, s'arrêtant d'abord brièvement pour s'enquérir de ses progrès. Mais peu à peu, ses visites s'allongèrent, et il tirait souvent un tabouret près de son établi, enlevait sa veste de costume formel, retroussait les manches de sa chemise blanche et s'asseyait tranquillement en regardant ses mains se mouvoir avec une maîtrise gracieuse. Ils se parlaient pendant des heures, et dans ces conversations, Cora vit progressivement une personne entièrement différente, cachée sous la carapace froide et impitoyable que tout Boston craignait. « Elle devait vous aimer beaucoup », dit doucement Cora un après-midi, tandis que ses doigts fixaient délicatement un fil à sa place. Les gens ne cachent pas un message entier dans un voile de mariée, à moins d'avoir quelque chose de terriblement important à confier à quelqu'un qu'ils aiment. Drake resta silencieux un moment, ses yeux suivant les mouvements de ses mains. « J'avais 9 ans quand ma mère a disparu, » dit-il enfin. C'était la première fois qu'il permettait à quelqu'un de toucher à ce souvenir. Je me souviens encore de son odeur, de lavande et de fil de soie. Elle s'asseyait près de la fenêtre l'après-midi et brodait, et je m'asseyais à ses pieds, regardant ses doigts bouger exactement comme les vôtres bougent maintenant. Jill me disait toujours que chaque point avait une signification, qu'une personne pouvait raconter une histoire entière avec rien d'autre que du fil et du tissu si elle était assez patiente et assez sincère. Il s'arrêta, et Cora remarqua que sa voix baissait légèrement.
Je ne comprenais pas entièrement ces mots à l'époque. Je n'étais qu'un enfant. Mais après la nuit où je l'ai perdue, j'ai passé le reste de ma vie à essayer de comprendre et à essayer de trouver la seule chose d'elle qui restait. Cora fit une pause, leva les yeux vers lui, et à ce moment-là, elle ne vit pas un chef puissant, mais un garçon de 9 ans toujours debout à côté d'une fenêtre vide, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. « J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans, dit-elle doucement, partageant quelque chose qu'elle racontait rarement à qui que ce soit. Après ça, j'ai vécu avec ma grand-mère, et c'est elle qui m'a appris ce métier. Elle disait que les choses abîmées ne sont pas sans valeur, que parfois, quelque chose qui a été blessé peut devenir plus beau qu'il ne l'était quand il était entier, si nous savons comment honorer ses cicatrices. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce travail, parce que je comprends ce que c'est que d'être vu par le monde comme brisé, comme quelque chose à jeter. » Drake la regarda longuement, et quelque chose dans ses yeux changea, une compréhension silencieuse commençant à grandir entre deux personnes venues de mondes si éloignés. Dans la pièce silencieuse, avec seulement le doux tic-tac de l'horloge ancienne et le léger crépitement de la cheminée, la distance entre eux semblait se réduire d'une manière qu'ils ressentaient tous les deux, mais qu'aucun n'osait nommer. Quand Cora tendit la main vers une bobine de fil et que ses doigts effleurèrent accidentellement sa main, ils s'immobilisèrent tous les deux pendant un moment à bout de souffle, et une émotion, à la fois tendue et tentante, passa entre eux comme un courant électrique. Drake fut le premier à retirer sa main. Il se leva un peu trop vite, et quand il s'excusa et quitta l'atelier, Cora réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude, et que l'homme le plus dangereux de Boston avait commencé à se glisser dans les recoins cachés de son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais attendue. Il fallut près de 3 semaines de travail acharné, travaillant sous les lampes jusque tard dans la nuit, avant que Cora ne décode progressivement le message caché dans la broderie. Le secret résidait dans le rythme des points eux-mêmes, dans la manière dont Rosalind Holloway avait habilement changé la longueur et la direction de chaque fil selon sa propre règle privée, transformant ce qui ressemblait à des motifs décoratifs en un système de symboles que seul quelqu'un qui comprenait vraiment l'art de la broderie ancienne pouvait lire. Quand les dernières pièces s'emboîtèrent enfin, et que le message entier apparut sous ses yeux, Cora resta assise, immobile, dans sa chaise pendant un très long moment, les mains tremblantes, car ce qu'elle venait de découvrir était plus lourd et plus douloureux que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Ce soir-là, elle fit venir Drake à l'atelier. Quand il entra et vit son visage pâle, il sut tout de suite qu'elle avait trouvé quelque chose. « Je l'ai décodé », dit-elle doucement, sa voix s'étranglant. « Monsieur Holloway, ce message a 2 parties, et je ne sais pas par où commencer. » Drake tira une chaise et s'assit en face d'elle, le visage tendu, mais calme. « Dites-moi tout, » dit-il. Cora prit une profonde inspiration. « La première partie est une accusation. Votre mère savait que sa vie était menacée. Elle savait qui était derrière le complot contre sa famille. Et elle a brodé le nom de cette personne dans ce voile, comme une dernière preuve, au cas où elle n'aurait jamais la chance de dire la vérité à voix haute. Cette personne était quelqu'un de votre propre famille, quelqu'un qu'elle appelait Janiro. » Quand ce nom fut prononcé, Cora vit le visage de Drake se figer. Ses yeux gris s'assombrirent comme couverts par une ombre, et son grand corps sembla se changer en pierre. Janiro, le cousin de son oncle en qui il avait autrefois eu confiance, l'homme qui s'était tenu à ses côtés pendant les années de deuil après la disparition de sa mère, l'homme qui avait prétendu partager sa perte alors que ses mêmes mains étaient tachées par le crime. Un choc traversa tout l'être de Drake. Un terrible mélange de rage bouillonnante et de la douleur d'une trahison qui avait couvé pendant des années et qui venait seulement d'être mise à nu. Mais Cora n'avait pas fini. « Et la deuxième partie » continua-t-elle, et cette fois sa voix se brisa, ses yeux brillants de larmes. « La deuxième partie n'est pas une accusation, c'est un message que votre mère vous a laissé. » Drake leva brusquement la tête, et pour la première fois depuis que Cora le connaissait, elle vit une vulnérabilité nue apparaître dans les yeux de l'homme le plus puissant de Boston. « Lisez-le-moi, dit-il, et sa voix était rauque, presque rien de plus qu'un souffle. Cora baissa les yeux sur la traduction qu'elle avait soigneusement écrite, et elle lut les mots que Rosalind Holloway avait confiés à chaque point, destinés à son petit garçon bien-aimé. « À mon fils bien-aimé, si un jour tu lis ces mots, alors peut-être que je ne suis plus à tes côtés. Je t'en supplie, ne laisse pas la douleur et la haine dévorer qui tu es.
Ne laisse pas les ténèbres te transformer en quelqu'un comme ceux qui nous ont fait du mal. Tu es né avec un cœur bon, je le sais. Et peu importe à quel point la vie essaye de te forger en pierre et en acier, je t'en supplie, accroche-toi à cette part de douceur en toi. Vis une vie qui me rendrait fier, et trouve quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es, pas pour le pouvoir ou la peur que tu inspires. Je t'aime pour toujours. Quand Cora finit de lire, la pièce plongea dans un silence absolu. Et puis, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir se produisit. Drake Holloway, l'homme que personne dans la ville n'osait regarder droit dans les yeux, baissa lentement la tête, ses épaules tremblant, et une seule larme glissa silencieusement sur son visage de pierre. Pendant tant d'années, il avait cherché ce voile pour traquer son ennemi, pour se venger. Mais ce qu'il trouva à la fin n'était pas une arme de vengeance, mais l'étreinte finale de la mer, qu'il avait cru perdue pour toujours. Cora posa doucement sa main sur la sienne, et cette fois, il ne la retira pas. Pendant que Cora et Drake découvraient progressivement la vérité enfouie depuis tant d'années, ailleurs dans la ville, une force ancienne et dangereuse avait également commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Janiro Holloway était un homme bien trop habitué à exister dans l'ombre. Et pendant de nombreuses années, il avait mené une vie paisible sous le couvert d'un membre respecté de la famille, tout en profitant discrètement du crime même qu'il avait commis cette nuit fatidique il y a longtemps. Mais lorsque la nouvelle que le voile de mariée de Rosalind avait été retrouvé et était en cours de restauration lui parvint par des canaux clandestins, un malaise froid commença à s'insinuer en lui. Il savait mieux que quiconque que Rosalind avait été une femme intelligente et méfiante, et il ne pouvait exclure la possibilité qu'elle ait laissé une trace derrière elle, une preuve qui pourrait l'exposer après toutes ces années. Il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Et pour l'arrêter, il avait besoin d'un moyen d'entrer dans le monde fermé qui entourait Cora Bennett, la femme qui détenait la clé pour percer son secret. C'est pourquoi Janiro a délibérément recherché un nom que son réseau lui a dit portait également une haine profonde pour cette même fille. Un soir, à l'intérieur du manoir froid de Newport, où Priscilla Ashford vivait les jours amers de son effondrement, un homme étrange apparut sans prévenir. Priscilla, maintenant lasse et à la langue acérée après tout ce qui s'était passé, avait d'abord l'intention de le renvoyer, mais ses premiers mots la firent s'arrêter et écouter. « Vous et moi avons un ennemi commun, mademoiselle Ashford, » dit Janiro, sa voix douce, mais cachant un danger qui fit frissonner Priscilla malgré elle. « La fille qui a détruit votre famille est aussi la personne qui menace tout ce que j'ai construit. Je pense que nous pouvons nous entraider. » Priscilla plissa les yeux vers l'étranger, le soupçon se mêlant à une lueur d'intérêt sombre dans son regard. « Qui êtes-vous? Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix toujours sur la défensive. Janiro sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Mon nom importe moins que ce que je peux vous donner. Vous voulez vous venger de Cora Bennett. Vous voulez la voir payer pour la chute de votre famille. Quant à moi, j'ai besoin qu'elle s'arrête, avant de creuser trop profondément dans des choses qui auraient dû rester enfouies pour toujours. Vous avez accès à des endroits que je ne peux pas atteindre. Vous connaissez les gens, les relations, les cercles de la société dans lesquels elle évolue maintenant. Et j'ai les moyens et les gens pour réaliser vos souhaits. Seul, ni vous ni moi ne pouvons la toucher car elle est protégée par Drake Holloway. Mais ensemble, nous pouvons trouver l'ouverture. » Priscilla resta silencieuse un long moment, pesant cette offre dangereuse. La raison lui disait que s'associer à un homme aussi obscur était de la folie, qu'elle se jetait dans un marécage encore plus profond que l'abîme dans lequel sa famille venait de tomber. Mais la haine en elle avait corrodé toute la sagesse qui lui restait, et l'idée de voir Cora Bennett abattue, de rendre à cette fille toute l'humiliation que Priscilla croyait qu'elle avait infligée à sa famille, était bien trop tentante pour refuser. Enfin, elle leva la tête, et un sourire froid et tordu apparut sur le visage qui avait autrefois été considéré comme élégant. « Très bien, » dit doucement Priscilla. « Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes, et je me fiche de ce que vous voulez d'elle. Je n'ai besoin que d'une chose, voir Cora Bennett perdre tout ce qu'elle a, de la même manière qu'elle m'a tout pris. » Et ainsi, dans cette pièce sombre, une alliance empoisonnée fut formée entre deux personnes de deux mondes différents qui partageaient une chose dans leur cœur, la haine. Dehors, les vagues de la mer continuaient de frapper les rochers à leur rythme régulier, froides et indifférentes, complètement inconscientes de la tempête que ces deux personnes commençaient tranquillement à allumer.
Le réseau de Janeiro se déplaça rapidement et silencieusement, et ce furent les informations fournies par Priscilla sur les habitudes, l'emploi du temps et les points faibles de la protection autour de Cora qui l'aidèrent à trouver le bon moment pour frapper. Tard un soir, alors que la plupart du manoir était plongé dans le silence et que Cora s'attardait encore dans l'atelier de restauration pour terminer les dernières étapes de son travail, deux hommes étranges profitèrent d'une faille dans le changement d'équipe de sécurité et se glissèrent dans l'aile est du bâtiment. Cora était penchée sur son établi, complètement absorbée par son travail, quand un soudain sentiment de malaise la fit lever la tête. Elle se figea en voyant deux silhouettes se diriger tranquillement vers elle depuis l'embrasure de la porte. L'instinct lui dit que ces hommes n'étaient pas venus avec de bonnes intentions, et quand l'un d'eux parla, sa voix froide et menaçante, leur but devint douloureusement clair. « Vous avez creusé trop profondément, mademoiselle Bennett, » dit l'homme, s'approchant pas à pas. « Certaines choses auraient dû être laissées tranquilles, et vous êtes sur le point d'apprendre cette leçon. » Cora recula rapidement, le cœur battant à tout rompre, ses yeux parcourant la pièce à la recherche d'une issue ou de quoi que ce soit qui pourrait l'aider. Elle attrapa le voile en cours de restauration, poussée par l'instinct de protéger ce qui était le plus précieux, puis recula lentement vers le coin de la pièce où Drake avait installé une sonnette d'alarme d'urgence. Dans ce moment désespéré, elle se jeta vers la sonnette et la frappa de toutes ses forces, juste avant que l'un des deux hommes ne puisse la saisir. L'alarme stridente déchira instantanément le silence de tout le manoir, résonnant dans les couloirs de pierre, et les hommes se figèrent un instant, la confusion lisible sur leur visage, alors qu'ils réalisaient que le plan avait été déjoué. Cora profita de cet instant pour se libérer, serrant fermement le voile contre sa poitrine et se retirant plus profondément dans le coin, mettant tout ce qu'elle pouvait atteindre entre elle et les agresseurs. Une table, une chaise, tandis que son cœur avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. En seulement quelques secondes qui parurent une éternité, des pas précipités retentirent dans le couloir extérieur, et la porte de l'atelier fut projetée. Drake Holloway se précipita à l'intérieur, suivi de Bruno et de ses hommes. Et au moment où il vit Cora recroquevillée dans le coin avec deux étrangers se rapprochant d'elle, quelque chose dans ses yeux s'enflamma plus férocement que tout ce que Cora avait jamais vu. L'équipe de sécurité de Drake maîtrisa rapidement les intrus. Une lutte brève et violente éclata avant qu'il ne soit complètement maîtrisé et traîné dehors, mais Drake semblait à peine s'en soucier. Dès que la pièce fut sécurisée, il traversa l'atelier en quelques enjambées et vint à Cora. Ses mains, habituellement si fermes et froides, tremblaient maintenant légèrement alors qu'il lui relevait le visage pour pouvoir la voir clairement. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, et sa voix, habituellement calme et autoritaire, se brisa d'une peur nue qu'il ne pouvait cacher. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ? Regarde-moi, Cora. » Cora leva les yeux vers lui, et quand elle vit une peur réelle dans les yeux de l'homme que toute la ville redoutait, elle sentit quelque chose en elle fondre. « Je vais bien, murmura-t-elle, bien que tout son corps tremblât encore. Je vais toujours bien. Le voile est en sécurité aussi. » Mais Drake ne semblait plus se soucier du voile. Il la prit dans ses bras et la serra fort, comme s'il craignait que s'il la lâchait, elle disparaîtrait. Et dans ce moment des plus vulnérables, deux personnes qui s'étaient bien trop habituées à porter seules chaque douleur réalisèrent soudain qu'elles n'étaient plus seules. « J'ai cru que je t'avais perdu », murmura Drake dans ses cheveux, la voix étranglée. « Quand j'ai entendu cette alarme, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à toi. Je ne peux pas te perdre, Cora, je ne peux pas. » Et pour la première fois, Cora comprit que cet homme, qui avait tant perdu dans sa vie, avait maintenant plus peur à l'idée de la perdre que de toute autre chose au monde. Après cette nuit terrifiante, Drake ne se permit pas de se reposer une seule seconde. Il savait que l'attaque n'avait pas été un accident, que les intrus avaient été guidés par quelqu'un qui connaissait l'emploi du temps de Cora et les points faibles de la protection qui l'entourait, et il était déterminé à trouver la personne derrière tout ça. Victoria commença à enquêter avec toute sa perspicacité et sa froideur habituelle, suivant les moindres indices, interrogeant les deux hommes capturés, traçant les pistes financières et les communications secrètes. En quelques jours seulement, l'image complète de la conspiration émergea lentement, et ce que Victoria rapporta et posa sur le bureau de Drake fit s'assombrir son visage de rage. Les deux intrus étaient les hommes de Janeiro, ce qui n'était pas au-delà de ce qu'il attendait. Mais ce qui laissa Drake et Cora stupéfaits
fut le deuxième nom lié à l'affaire. Le nom de la personne qui avait donné à Janiro des informations internes sur le monde dans lequel Cora vivait. C'était Priscilla Ashford. C'est elle qui a indiqué le chemin, dit Victoria, plaçant devant eux les preuves de réunions secrètes entre Priscilla et les gens de Janiro. Janiro l'a délibérément recherchée et a utilisé sa haine pour Mademoiselle Bennet. Elle ne savait pas qui était vraiment Janiro ni ce qu'il voulait, mais elle était prête à s'associer à lui juste pour voir Mademoiselle Bennet tomber. En entendant ces mots, Cora sentit une douleur aiguë se propager dans sa poitrine, une blessure plus profonde encore que la peur qu'elle avait ressentie la nuit de l'attaque. Elle avait pensé que tout était fini avec la famille Ashford, qu'elle avait tourné la page sur ce vieux chapitre douloureux et commencé une nouvelle vie. Mais maintenant, elle réalisait que la haine de Priscilla restait intacte, devenant même plus venimeuse après l'effondrement de sa famille. Et cette femme avait été prête à mettre Cora en danger, simplement pour satisfaire sa soif de vengeance. « Pourquoi » murmura Cora, les yeux brillants de larmes. « Je n'ai jamais rien fait pour lui faire du mal. J'ai seulement refusé de baisser la tête devant leur cruauté. Et pourtant, elle ne me laisse pas tranquille, même après que j'ai quitté leur vie. » Drake vint à ses côtés et posa doucement sa main sur son épaule. Un geste que, quelques semaines plus tôt, personne n'aurait pu imaginer de la part d'un homme comme lui. Certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un qu'elles méprisaient autrefois rester debout et vivre mieux qu'elles, dit-il doucement. Leur cruauté n'est pas de ta faute, Cora. C'est une maladie dans leur propre âme, et tu ne dois jamais te blâmer pour la laideur de quelqu'un d'autre. Cora resta silencieuse un long moment, laissant les larmes couler avant de les sécher elle-même. Et quand elle leva la tête, Drake vit dans ses yeux non pas la peur ni la blessure, mais la même résolution de fer qu'il avait vue en elle à l'église Sainte-Cécile. La résolution d'une femme qui était trop fatiguée d'être toujours celle qui devait endurer. « Je ne me cacherai pas, dit-elle, sa voix de nouveau ferme. Toute ma vie, j'ai toujours baissé la tête, toujours enduré, toujours essayé de me faire assez petite pour que personne ne soit mal à l'aise. Mais j'ai appris une chose, se cacher n'arrête jamais les gens comme eux. Je veux y faire face, Drake. Je veux que ça se termine une fois pour toutes, pour que nous puissions tous les deux être vraiment libres. » Drake la regarda longuement, et dans ses yeux s'éleva un mélange d'inquiétude et de profond respect. Une partie de lui voulait la cacher, voulait construire une forteresse autour d'elle pour qu'aucune force au monde ne puisse plus jamais la toucher. Mais il comprenait que cela lui enlèverait la force même qui l'avait fait l'aimer. La force d'une personne qui osait se tenir droite au milieu d'une tempête. « D'accord, » dit-il finalement doucement, serrant doucement sa main dans la sienne. « Nous mettrons fin à ça ensemble. Mais tu dois me promettre une chose, que tu ne quitteras jamais ma vue jusqu'à ce que ce soit terminé. » Ed Cora, pour la première fois après tant d'années à combattre le monde entier seul, hocha la tête, acceptant que quelqu'un d'autre porte le fardeau avec elle. Drake avait tout ce qu'il fallait pour en finir avec Janiro, de la manière dont le monde interlope traite habituellement les traîtres. Et une partie de lui, celle forgée par des années de douleur et de violence, aspirait à faire exactement cela. Quand Victoria organisa une rencontre avec Janiro, dans un vieil entrepôt abandonné près du port, Drake entra dans cet endroit avec la rage qui avait couvé en lui pendant tant d'années, bouillonnant maintenant dans ses veines. Janiro se tenait là, plus âgé maintenant, mais portant toujours le même calme rusé. Et quand il vit le visage du neveu qu'il avait trahi, un léger sourire effleura ses lèvres. « Alors, tu sais enfin, » dit Janiro, sa voix ne contenant pas la moindre trace de remords. « Ta mère a toujours été trop intelligente pour vivre longtemps. Elle en voyait trop, en savait trop. Je n'ai fait que ce qui devait être fait pour protéger ma position dans cette famille. » Ces mots arrogants jetèrent de l'huile sur le feu qui brûlait en Drake. Et pendant un instant, il s'avança, sa main se serrant en un poing, tout son corps tremblant du désir de déverser toute la douleur de ces années sur l'homme qui avait détruit sa vie. Mais à cet instant précis, le dernier message de Rosalind résonna dans son esprit. Les mots que Cora lui avait lus. La supplique d'une mère lui demandant de ne pas laisser les ténèbres dévorer qui il était, de ne pas laisser cet homme faire de lui quelqu'un comme lui. Et à côté de ces mots, il entendit la voix douce mais inébranlable de Cora, la femme qui s'était tenue devant lui la nuit précédente et lui avait dit que s'il mettait fin à cela dans le sang, alors Janiro gagnerait, car il aurait entraîné Drake à son niveau et aurait fait de lui exactement ce que sa mère l'avait supplié de ne jamais devenir. Drake resta immobile, sa respiration lourde,
Et dans une lutte intérieure féroce qui sembla durer une éternité, il fit le choix le plus difficile de sa vie. Lentement, il desserra son poing. « Non », dit-il doucement, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne te tuerai pas, car si je le fais, je deviendrai toi. Et c'est la seule chose que ma mère m'a supplié de ne jamais laisser arriver. Tu ne vaux pas le prix de mon âme. » Au lieu d'une vengeance sanglante, Drake choisit une voie qui effraya encore plus Janiro. Avec tout le pouvoir et le vaste réseau entre ses mains, il fit ce que très peu d'hommes auraient pu faire. Il exposa chacun des crimes de Janiro à la lumière, non seulement aux autorités par le biais de preuves soigneusement arrangées, mais aussi au monde interlope même sur lequel Janiro comptait pour survivre. En quelques semaines, Janiro fut dépouillé de tout pouvoir, de tout allié, de toute ressource qu'il avait bâtie au fil des ans. Abandonné et rejeté par les personnes mêmes qui l'avaient autrefois craint, il devint un homme sans rien, complètement isolé, vivant le reste de ses jours dans la peur et le mépris. Un sort qui, pour un homme comme lui, était pire que la mort. Quant à Priscilla Ashford, les preuves de son rôle dans le complot visant à attaquer Cora furent entièrement rassemblées par Victoria et remises aux autorités. Elle dut faire face aux conséquences légales de ce qu'elle avait fait. Et cette fois, aucune somme d'argent, ni la réputation des Ashford ne purent la sauver. Quand Cora apprit comment Drake avait géré la situation, elle alla le trouver. Et elle vit dans ses yeux une paix qu'elle n'y avait jamais vue auparavant, comme si le fardeau de tant d'années de haine avait enfin été déposé. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Drake la regarda, et un rare, léger, véritable sourire apparut sur son visage. « Tu m'as sauvé, Cora », répondit-il. « Pas de Janiro, mais de l'homme que j'ai failli devenir. Ma mère m'a supplié de trouver quelqu'un qui pourrait m'aimer pour qui je suis vraiment. Je pense que je l'ai enfin trouvé. Avec la dernière menace résolue et les ténèbres du passé enfin repoussées, Cora retourna au travail de restauration du voile de Rosalind, avec un état d'esprit entièrement différent. Non plus avec la peur ou le fardeau d'un secret non résolu, mais avec un amour pur pour l'art et pour la femme qui l'avait tissé. Elle se tenait devant les fragments soigneusement disposés sur l'établi, face à la question la plus difficile qu'un restaurateur puisse se poser. Elle pouvait essayer de cacher les coupures, de les recoudre si délicatement que personne ne saurait jamais que le voile avait été détruit, le ramenant à son apparence originale, comme si cette douleur n'avait jamais eu lieu. Mais plus Cora regardait les blessures dans le tissu, plus elle comprenait que ce n'était pas la bonne voie. Elle se souvint des mots que sa grand-mère lui avait enseignés, que parfois quelque chose qui a été blessé peut devenir plus beau qu'il ne l'était quand il était entier, si nous savons comment honorer ses cicatrices. Et elle prit donc une décision audacieuse. Au lieu de cacher les coupures, elle les honorerait. Elle s'inspira d'un ancien art oriental où la poterie brisée est réparée avec de l'or pur, transformant les fissures en lignes scintillantes, de sorte que l'objet restauré n'est pas guéri en dissimulant son histoire, mais en faisant de cette histoire même une partie de sa beauté. Cora passa de nombreuses semaines à enfiler soigneusement des fils d'or, aussi fins que de la soie, le long de chaque déchirure du voile, transformant les coupures cruelles, qui avaient été faites par méchanceté, en lignes de broderie dorée, qui scintillaient comme la lumière du soleil sous ses mains douées. Le voile de Rosalind Holloway reprit lentement vie, et quand elle acheva la dernière étape, ce n'était plus une relique endommagée, mais une nouvelle œuvre d'art, où l'histoire douloureuse et la survie résiliente se mêlaient en une beauté qui touchait le cœur. Les fils d'or qui parcouraient la vieille dentelle ne donnaient pas au voile un aspect abîmé. Au contraire, ils racontaient une histoire d'endurance, de la façon dont quelque chose de beau pouvait être déchiré et pourtant se relever, plus beau que jamais. Quand Drake entra dans l'atelier et vit l'œuvre terminée pour la première fois, il resta silencieux un très long moment, les yeux posés sur les lignes dorées qui scintillaient sous la lumière, et Cora remarqua que quelque chose dans son visage tremblait doucement. « Je ne voulais pas cacher ce qui lui était arrivé », dit doucement Cora, se tenant à ses côtés. « Parce que ces blessures font partie de l'histoire de ce voile maintenant. Essayer de les effacer serait comme prétendre que la douleur n'a jamais existé. Mais si nous osons y faire face, si nous osons en faire une partie de nous-mêmes, alors ce ne sera plus une blessure. Ce sera la preuve que nous avons survécu. » Drake se tourna pour la regarder, et ses yeux gris, autrefois si froids, étaient maintenant remplis d'une tendresse que, quelques mois plus tôt,
Personne n'aurait cru qu'il était capable de ressentir. Au fil des semaines qu'il avait passées à ses côtés, il avait changé d'une manière que même lui ne réalisait pas pleinement. Il souriait plus. Il se permettait d'être vulnérable, d'être doux. Il avait appris à se libérer du fardeau de la haine qu'il avait porté toute sa vie. « Tu sais, dit-il doucement, ses yeux ne la quittant jamais, je pense que ma mère t'aurait beaucoup apprécié. Elle aurait vu en toi les choses mêmes qu'elle espérait toujours que je trouve chez un autre être humain. » Cora leva les yeux vers lui, et la distance entre eux, la distance autrefois gardée par la prudence et les vieilles blessures, semblait maintenant disparaître complètement. Dans la pièce remplie de lumière chaude, à côté du voile ramené à la vie avec de l'or pur, deux personnes que la vie avait autrefois traitées comme brisées, fracassées et incomplètes, avaient trouvé l'une en l'autre une plénitude qu'aucune d'elles n'avait jamais attendue. La cérémonie de dévoilement du voile renaissant eut lieu lors d'un événement privé élégant tenu dans la grande salle du manoir Holloway, un lieu qui avait autrefois été imprégné uniquement de ténèbres et de secrets douloureux, maintenant brillamment éclairé par des bougies et des fleurs d'un blanc pur. La liste des invités comprenait des historiens de renom, des spécialistes de la conservation respectés, et les quelques personnes en qui Drake avait vraiment confiance. Un rassemblement entièrement différent de la foule de 500 personnes qui avaient autrefois été témoins de l'humiliation de Cora à l'église Sainte-Cécile. Ce soir-là, Cora entra dans la grande salle vêtue d'une robe bleu nuit profond qu'elle avait conçue et cousue de ses propres mains, chaque coupe et couture dégageant le raffinement et la confiance d'une maîtresse artisane. Et quand Drake la vit, il s'avança et lui offrit son bras, tout comme il l'avait fait ce jour fatidique dans le sanctuaire. Sauf que cette fois, dans ses yeux, il n'y avait plus la froideur d'un chef de la pègre, mais la fierté et un amour profond pour la femme à ses côtés. Au centre de la grande salle, à l'intérieur d'une vitrine soigneusement éclairée, le voile de Rosalind Holloway était exposé dans toute la beauté de sa renaissance. Les fils d'or courant le long de la dentelle ancienne scintillaient sous les lumières comme si le tissu avait été baigné de soleil. Et alors que les invités s'avançaient un par un pour l'admirer, plus d'un resta silencieux d'émotion devant l'histoire de survie qu'il racontait. Alors que la soirée touchait lentement à sa fin et que les derniers invités étaient partis, Drake conduisit Cora à la vitrine, l'ouvrit doucement, souleva le voile avec des mains prudentes et se tourna pour le placer dans les siennes. « Je veux que tu le gardes, » dit-il doucement. Et quand Cora commença à protester que c'était la relique la plus précieuse de sa famille, il secoua doucement la tête. « Pendant 10 ans, j'ai cherché ce voile, croyant qu'il me donnerait une conclusion, une vengeance, une sorte de réponse. Mais c'est toi qui m'as rendu ce que j'avais vraiment perdu. Tu m'as rendu une partie de mon âme que je croyais morte la nuit où j'ai perdu ma mère. Tu m'as appris que les choses blessées ne perdent pas leur valeur, que même un cœur endurci par la haine peut encore être guéri. » Cora serra le voile contre sa poitrine, les yeux brillants de larmes, et quand elle leva les yeux vers l'homme que tout Boston avait autrefois craint, elle ne vit plus un chef puissant, mais seulement un être humain qui avait appris à aimer et à être aimé en retour. Et à ce moment-là, sous la chaude lumière des bougies de la grande salle, deux personnes qui avaient été seules, autrefois traitées par la vie comme indignes, trouvèrent l'une en l'autre un véritable foyer. Un amour construit non pas sur le pouvoir ou le statut, mais sur la compréhension, le respect et la compassion l'un pour l'autre. L'histoire de Cora Bennett et Drake Holloway nous rappelle une vérité simple mais profonde. La valeur d'une personne ne se trouve jamais dans ses origines, sa richesse ou sa position sociale, mais dans son caractère, son talent et la dignité qu'elle préserve, même dans les moments les plus sombres. Ceux qui piétinent les autres simplement parce qu'ils les croient inférieurs devront un jour faire face aux conséquences de leur propre cruauté, tandis que ceux qui savent chérir la beauté, la vérité et la dignité humaine trouveront toujours la lumière, même au bout du chemin le plus sombre. Et parfois, les blessures que la vie nous inflige, si elles sont affrontées avec courage, deviennent les fils d'or qui créent notre propre beauté et notre force. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne, appuyer sur le bouton j'aime et partager cette vidéo afin que nous puissions écouter ensemble de nombreuses autres histoires significatives et captivantes chaque jour. Que pensez-vous de l'histoire de Cora et Drake? Quelle partie de leur parcours vous a le plus ému? Laissez un commentaire et partagez les sentiments du fond de votre cœur, car nous attendons toujours d'entendre votre voix.
Merci d'avoir passé votre temps à regarder jusqu'au tout dernier moment. Puissiez-vous, vous et votre famille, toujours avoir une santé abondante, une vie joyeuse, la paix et l'amour remplissant chaque jour. Au revoir, et je vous retrouverai dans les prochaines vidéos.